Donc, bonjour et merci à tous d'être présents pour cette présentation sur Internet du projet TASKI, donc transition agroécologique des systèmes de culture irrigués innovants sur le territoire des coteaux de Gascogne. Donc, en 1 heure, on va essayer de vous présenter à plusieurs voix les différents volets du projet. Je vous précise au début que ce webinaire est enregistré pour permettre la rediffusion aux personnes qui sont absentes ce jour. Donc pour en fait assurer un enregistrement correct, donc c'est Élise Audouin qui joue le rôle de modératrice ici présente. Nous vous demandons de lever la main pour poser les questions. Il y a un temps de questions qui est prévu en fin de séance. Et donc pour cela, je vous remercie d'éteindre vos micros. Vous pourrez bien sûr nous poser toutes les questions nécessaires par mail. Vous avez reçu donc mon mail dans l'invitation. Je vous propose de se servir de cette adresse mail-là. Alors, Élise, tu me dis s'il y a des mains levées. Les mains levées. Est-ce que la personne qui a la main levée pourra attendre la fin du webinaire? Alors, donc on va commencer ce webinaire en vous présentant la CACG puis l'UMR Géo. Ensuite, nous présenterons la ferme expérimentale de la Mirandette et le projet TASKI. Et enfin, nous terminerons par des échanges questions-réponses. Alors, la CACG. Donc, la CACG, c'est une entreprise qui a été créée par l'État en 1959, qui possède un statut particulier de société d'économie mixte, de société d'aménagement régional. Sa mission, c'est inscrit dans ses statuts, c'est une mission d'intérêt général qui consiste à sécuriser l'alimentation en eau et à accompagner le dynamisme agricole. Donc, il faut bien avoir en tête que la Gascogne est une région sèche, pour des raisons géologiques. Et nous avons donc en concession le canal de la Neste que vous voyez sur la droite, qui a été créé par Napoléon III et qui permet d'alimenter artificiellement les cours d'eau, donc du plateau de Lannemezan vers le Gers et la Gascogne. Donc la CACG, c'est 220 salariés, c'est aussi 7 agences dans le sud-ouest et dans l'ouest de la France. C'est 35 millions d'euros d'activité, 88 lacs en gestion et donc 3 activités principales qui concernent en majorité la gestion quantitative de l'eau. Donc par une approche intégrée, la CACG garantit un partage équitable de l'eau pour tous les usages et nous avons donc 500 millions de mètres cubes d'eau gérés par an et 3500 km de rivières réalimentées. Donc notre ouvrage spécifique, c'est le canal de la Neste, c'est un canal de 29 km de long et donc de 17 cours d'eau réalimentés. Ensuite, en deuxième activité, nous avons l'énergie. Donc, notre ambition, c'est de développer les territoires à énergie positive. Comment? En identifiant et en optimisant le potentiel énergétique local, en privilégiant l'énergie de proximité pour des territoires autonomes, en favorisant la solidarité énergétique des territoires ruraux et en contribuant à l'émergence de projets d'économie circulaire. Et enfin, la troisième activité, c'est celle qui nous concerne plus aujourd'hui, c'est l'accompagnement de la transition agricole et alimentaire des territoires. Donc nous nous impliquons pour optimiser l'usage de l'eau, pour encourager une agriculture vertueuse et pour renforcer les filières de production locales. Je vais laisser la parole à Jean-Marie Lopez qui va vous présenter l'UMR Géo. Bonjour tout le monde, je suis agronome, je travaille à l'UMR Gestion de l'eau, acteurs et usages, qui est basée à Montpellier. C'est une unité mixte qui regroupe plusieurs instituts de recherche et d'écoles agronomiques. Donc,
il y a l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, l'INRAE, le BRGM qui nous a rejoint cette année. Les grandes écoles concernent Supagro Montpellier et Agroparitech. L'UMR regroupe 80 chercheurs, ingénieurs, techniciens associés qui travaillent sur 4 domaines scientifiques, les sciences et techniques, les sciences du vivant, les sciences humaines et sociales et l'interdisciplinarité. Alors, les principales missions confiées à l'UMR vont de la gestion intégrée de l'eau au sein des périmètres irrigués à la gestion intégrée de l'eau dans les territoires hydrologiques, avec le pari donc de l'interdisciplinarité. Alors, ce sont des recherches appliquées, finalisées, en appui à l'action publique au sud et au nord, avec une approche de co-construction des projets avec les acteurs. Alors, c'est au tour maintenant de Jean-Jacques Weber de vous présenter la Mirandette et le projet Eden précédent, le projet TASKI. Bonjour tout le monde, moi je suis consultant et ex-SACG. Donc 2 mots sur la ferme de la Mirandette, qui a été acquise par la SACG dans les années 60 et qui représente 35 hectares et qui sont utilisés pour l'expérimentation appliquée en grande culture, en culture foragère et dans l'utilisation de l'eau. Donc, plus récemment, le projet Eden qui a été développé au niveau régional en partenariat avec Arvalis, les champs d'agriculture du Gers, de la Haute-Garonne, l'ex-IRSTEA et la CACG, avec les financements de l'Agence de l'eau et du Conseil régional Occitanie, donc était tourné vers les économies d'énergie en irrigation à partir donc d'installations innovantes. Une installation innovante, en rouleur avec une rampe qui est assez rapidement abandonnée, le pivot solaire que vous avez ici en image, qui a été mis au point par la CACG, par la IRIFrance, et qui était le premier prototype qui a ensuite été commercialisé par IRIFrance, et enfin le goutte-à-goutte enterré, pour lequel on a testé plusieurs écartements et avec un niveau de profondeur donné. Donc on va ensuite voir le périmètre de la ferme de la Mirandette, donc 35 hectares que vous voyez là à l'intérieur des pointillés. Donc les parcelles en bleu sont les parcelles qui étaient en maïs pour la campagne 2017, la dernière année du projet donc Eden, qui s'est déroulé de 2012 à 2017 sur 6 campagnes d'irrigation. Donc on voit donc sur ces parcelles, les parcelles qui vont être ensuite utilisées pour le projet TASKI, notamment les parcelles 1, 2, 3 qui représentent donc du goutte-à-goutte enterré, avec des écartements de 1,50 m et 1 m qui étaient en comparaison, avec des gaines souples et des gaines rigides qui étaient aussi en comparaison. L'idée étant de comparer le goutte-à-goutte enterré par rapport à l'aspersion et de voir à la fois la durée de vie et la performance de ce matériel. Donc là, on est en monoculture de maïs, c'est pas celle-là, 1, 2, 3. Ensuite, 4, 5, 6, ce sont des comparaisons avec de la couverture intégrale, donc en aspersion, et une parcelle pluviale pour avoir un témoin en sec. Et ensuite, en bleu, on retrouve la parcelle 7, 8, où on avait testé aussi un petit peu de goutte à goutte de surface, la parcelle 8 en enrouleur, et la parcelle 9, qui est donc la parcelle pivot solaire. Voilà, donc le goutte à goutte, c'est une profondeur de 40-45 cm, qui est en place donc depuis l'année 2012. Donc on peut ensuite revoir le déroulé des 6 campagnes d'irrigation au travers des comparaisons donc du goutte à goutte enterré et de l'aspersion. Donc on voit des niveaux de rendement relativement conséquents, entre 120 et 160 quintaux pour l'ensemble de ces petites parcelles. Donc ce sont vraiment des parcelles donc de l'ordre de quelques arts. En marron, vous avez donc le traitement couverture intégrale non limitant, c'est-à-dire 100% de l'ETM. Et ensuite en pointillé, ce sont des traitements donc en version un peu limitante en eau, c'est-à-dire 80% de l'ETM. Donc en bleu, vert et violine, vous avez donc les traitements de goutte à goutte enterré. Donc on voit qu'en 2012, le goutte à goutte enterré s'est bien comporté avec une consommation en eau moindre par rapport au traitement 100% en couverture intégrale. À partir de 2013, pour une meilleure comparaison, on a introduit à partir de 2014, on a introduit un traitement couverture intégrale à 80% de l'ETM, donc limitant aussi.
On voit que globalement, sur les 5 années suivantes, on n'a pas pu donc, conclure à une économie d'eau en goutte à goutte par rapport au traitement en aspersion, qui a toujours été supérieur en termes de rendement avec en situation non limitante. Donc les quelques conclusions qui figurent ensuite, c'est donc ce que je viens de dire, 2012, bon comportement du goutte à goutte. 5 années où le traitement en aspersion se situe un petit peu mieux que le goutte à goutte en situation non limitante. Par contre, on peut conclure qu'une meilleure utilisation de l'eau en goutte à goutte en situation limitante, avec notamment 15% de plus de grains par mètre cube utilisé. Et enfin, au niveau de l'efficience énergétique, on voit que le goutte à goutte enterré se comporte mieux. Et on a pu chiffrer une économie de 20-50% à l'hectare, ce qui représente 40 à 90 kWh par hectare irrigué. Donc l'intérêt de cet essai par rapport au futur projet Taski, c'est que depuis ces parcelles ont été donc transformées en agriculture de conservation des sols, et donc on dispose sur ces parcelles d'un historique de 6 années depuis, où on va pouvoir comparer à une agriculture de conservation conventionnelle classique avec un historique précis en termes de rendement, en termes de consommation en eau, en termes de consommation énergétique. Donc voilà, ensuite on passe au projet Taski. Alors, donc suite au projet Eden 2012-2017, voilà, il y a eu cette réflexion dès 2017 sur la continuité du projet, réflexion à accompagner les irrigants dans la transition agroécologique. Alors, Taski a été réfléchi pour s'insérer dans un maillage de projets existants, essentiellement le projet Bagage, qui se déroule, qui est piloté par l'INRAE et qui se déroule sur le bassin Adour-Garonne. La particularité de ce projet, c'est qu'il s'intéresse à des systèmes de culture stabilisés. Donc c'est un projet de recherche pour l'évaluation des pratiques agroécologiques sur la ressource en eau. Et nous, à la Mirandette, via le projet Taski, et donc vous le verrez sur aussi des parcelles des agriculteurs pilotes qui ont rejoint le projet, on s'intéresse donc à l'étude des performances des systèmes de culture irrigués innovants en agriculture de conservation des sols et surtout en situation de transition. Il y a un volet également, donc on va le voir après, diffusion, communication, partage des pratiques innovantes. Et là aussi, on s'intègre dans d'autres projets existants sur le sud-ouest. Donc, le cadre logique du projet pilote Taski, je vous l'ai dit, donc 2 composantes. La première composante qui se déroule essentiellement sur la ferme de la Mirandette, qui concerne donc l'expérimentation agronomique des systèmes de culture. Et la deuxième composante se déroule sur des parcelles des agriculteurs pilotes. Donc aujourd'hui, on en a 5. Et donc, on communique auprès d'eux, on co-construit avec eux et on diffuse leurs résultats, le tout en co-construction. Donc, on vous détaillera dans les premiers enseignements l'enchaînement de l'accompagnement. Donc, vous avez sous les yeux le schéma du parcellaire expérimental 2020. Donc, ce schéma permet de répondre à principalement 2 questions. Donc, la première, c'est de quelle façon les systèmes d'irrigation innovants en semi-direct permettent d'optimiser la gestion de la ressource en eau et impactent les performances agro-socio-économiques des systèmes de culture irrigués. Donc là, je vous parle de l'ensemble des parcelles que vous voyez sur la gauche, de P1 à P6, qui sont conduites en monoculture de maïs avec différenciation de techniques d'irrigation. Et en semi-direct. Merci Elise. La deuxième question à laquelle répond Taski, c'est de quelle façon l'agriculture de conservation des sols irrigués impacte la gestion de la ressource en eau, la qualité des sols
et les performances agro-socio-économiques des systèmes de culture irrigués innovants. Et donc là, je vous parle des parcelles que vous voyez sur la droite qui sont conduites en rotation de façon alternée avec un décalage d'1 an pour effacer les effets climatiques et qui donc sont conduites, vous voyez, en P7, P8, P9 en soja pour 2020 et P10, P11, P12, P13 en maïs. Alors ensuite, donc la deuxième composante dont je vous ai parlé concerne les parcelles des agriculteurs pilotes. Donc là, on vous montre la localisation et quelques photos du parcellaire des agriculteurs pilotes. Donc ce sont des parcelles appareillées avec à la fois donc pratique en labour pour certains agriculteurs, pratique en TCS pour d'autres, et des parcelles en semi-direct. Donc ces agriculteurs, en fait, on les a rencontrés au tout début du projet, donc à l'automne 2019. En octobre 2019, on a évoqué avec eux plus précisément le contexte et les objectifs du projet. Il y a une certaine représentativité des agriculteurs pilotes puisque l'assolement dans la zone étudiée est majoritairement en grande culture, donc du blé et du maïs, puis également du soja et du tournesol. Il faut savoir que sur le département du Gers, 14% des surfaces sont des surfaces irriguées, et dans ces surfaces irriguées, c'est pour 72% du maïs. Donc c'est bien ce qu'on retrouve aussi auprès de nos agriculteurs pilotes qui ont du maïs semence et du soja. En termes de méthodes de culture, ce sont majoritairement des techniques simplifiées et du labour, donc également chez nos agriculteurs pilotes. Et seulement 9% des exploitations du Gers pratiquent le semi-direct. D'où l'intérêt du projet Taski. On va rentrer un peu plus dans le détail dans le suivi du projet avec Jean-Marie qui revient et qui vous présente l'instrumentation et type de mesure. Alors, comme dans le cadre du projet EDEN en agriculture conventionnelle, l'UMR Géo apporte un appui technique et scientifique à la CACG sur le projet Taski pour l'agriculture de conservation des sols. Notre objectif, c'est d'observer, de mesurer, de quantifier, de caractériser les conditions d'alimentation hydrique des cultures irriguées, donc goutte à goutte enterrée versus aspersion en situation d'ACS. Et d'évaluer les performances de ces techniques en ACS, en particulier sur la productivité de l'eau d'irrigation et de l'énergie consommée. Donc le suivi sur la Mirandette dispose d'une métrologie assez lourde qui porte sur l'offre pluviométrique, la demande en eau de la culture. Pour cela, on a une station climatique qui a été installée sur la plateforme agronomique. On suit aussi les irrigations, doses délivrées, l'uniformité de l'arrosage, un goutte à goutte enterré versus aspersion. Pour cela, on dispose de pluviomètres, de manomètres pour les pressions, les sondes de pression et puis les compteurs d'eau. Pour caractériser les conditions d'alimentation hydrique des cultures, on met en place des instruments dans le sol. On dispose pour cela d'un humidimètre neutronique qui nous donne les quantités d'eau dans le sol. On a aussi des stations tensiométriques qui ont été installées par Comsag et qui nous donnent la facilité d'extraction de l'eau par les cultures. Donc on a à la fois l'information quantitative sur l'eau et aussi qualitative sur sa disponibilité. On fait aussi du suivi de développement foliaire. On dispose d'équipements de LAI-mètres qui nous donnent des surfaces de feuilles par surface de sol. Et ce sont de bons indicateurs de développement végétatif de la culture. On fait la même chose aussi avec l'azote, où on suit un indice de chlorophylle qui nous donne les conditions d'alimentation azotée de la culture.
Alors, quelques illustrations de résultats concernant la campagne maïs 2019, puisque les résultats de la campagne maïs 2020 sont en cours de traitement. Ils seront présentés à l'atelier de septembre. Là, par exemple, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution des humidités pour un traitement qui était conduit l'an passé en TCS, en technique de culture simplifiée, irrigué au canon enrouleur avec un objectif d'irriguer à 80% des besoins de la culture. Donc vous avez différents profils qui couvrent le mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Donc les humidités, ici, elles sont présentées en centimètres cubes d'eau par centimètre cube de sol et vous les avez sur un horizon qui va de 0 à 110 cm de profondeur. Donc avec ça, on peut estimer plus ou moins les quantités d'eau qui ont été extraites par la culture, sous hypothèse qu'il n'y a pas de ruissellement ni de drainage. Ici, un autre graphique pour illustrer les tensions en eau du sol à deux profondeurs, à 30 cm et à 60 cm. Donc les tensions, vous les avez sur l'ordonnée à gauche, et à droite, vous avez la pluviométrie avec ces barres là qui sont verticales et qui descendent. Donc on voit sur le tensiomètre à 30 cm qui est en très plein, que à chaque fois qu'il a passé le seuil critique des 80 centibars, il y a eu des irrigations en rouge qui ont été déclenchées et qui ont fait redescendre les tensions plus basses. Idem pour le tensiomètre à 30 cm. Donc on voit ici pour cette parcelle que l'irrigation a été bien conduite. Ce qui est normal puisqu'on était dans des conditions d'irrigation répondant à 100% des besoins de la culture. Ici, une illustration pour montrer le suivi des indices foliaires. Là, on est au 21 août 2019, donc remplissage du grain. On distingue 3 niveaux d'indices foliaires. Donc, un premier niveau avec un indice foliaire de 4,5 m² de feuilles par mètre carré de sol, et qui correspondent au traitement irrigué à 100% des besoins de la culture et conduit en technique de culture simplifiée. Ensuite, un deuxième niveau qui couvre les traitements, que ce soit en goutte à goutte enterré ou en couverture intégrale, et qui ont un objectif d'irrigation de 80% des besoins de la culture. Et un troisième niveau qui est plus bas, qui se situe en dessous de 3 m² par mètre carré de sol, qui concerne les traitements qui n'ont pas été irrigués. Et puis enfin, donc les résultats sur les productions obtenues en 2019, les rendements, bon, dans l'ensemble, même pour les traitements irrigués à 80% et en goutte à goutte enterré, que ce soit avec un espacement des gaines à 150 ou un espacement des gaines à 100, on a quand même des résultats qui sont, des rendements qui sont quand même assez satisfaisants, puisqu'on démarre à 11 tonnes 7. Et puis, bien sûr, on va pour les traitements irrigués à 100% des besoins en eau, au canon enrouleur et conduit en semi-direct ou en TCS, on va jusqu'à 15 tonnes et même on approche les 17 tonnes. Concernant la productivité de l'eau d'irrigation de ces techniques appliquées à l'agriculture de conservation des sols, on retrouve les mêmes tendances pour le moment qu'on avait avec le projet Eden, ce qui est normal puisqu'on est en phase de transition, donc on est quand même encore sur des systèmes qui ne sont pas stabilisés. Il faudra beaucoup plus de temps. Donc la productivité de l'eau d'irrigation les plus élevées, bon, on les retrouve en TCS et au canon enrouleur. On est au-dessus du goutte à goutte enterré. Par contre, sur la productivité de l'eau, de l'énergie nette consommée, c'est le goutte à goutte enterré, effectivement, puisqu'il consomme beaucoup moins d'énergie, comme l'a dit Jean-Jacques, qui est beaucoup plus performant. Donc, avec derrière donc, des coûts d'énergie au kilogramme de grains produits beaucoup plus faibles. Voilà, pour les principaux résultats de 2019. Pour 2020, on aurait dû normalement compléter le dispositif d'instrumentation de 2019, mais à cause du Covid, on n'a pas pu installer les équipements. On n'y est pas arrivé, et puis on n'a pas eu non plus les étudiants qui devaient suivre l'instrumentation. Voilà.
Bonjour, Élise Audouin. Donc, moi, je vais vous parler de la démarche d'accompagnement des agriculteurs pilotes donc, pour la composante C2. Je vais vous présenter les premiers enseignements de cet accompagnement. Je vais commencer par vous présenter la démarche globale d'accompagnement que nous avons proposée. Donc, c'est une démarche en 5 étapes, dont 4 étapes itératives. Nous avons commencé par informer un groupe d'agriculteurs pilotes des objectifs spécifiques du projet, donc les économies d'eau, d'intrants et la transition vers l'agriculture de conservation des sols. Nous avons ensuite organisé des ateliers de co-construction de systèmes de culture innovants adaptés à leurs exploitations. Puis nous avons mis en place les expérimentations chez les agriculteurs pilotes et nous avons mis en place un dispositif de suivi et évaluation participatif. Donc nous impliquons les agriculteurs pilotes dans le suivi et l'évaluation de ces essais. Nous organisons ensuite dans ce dispositif des visites au champ qui sont restreintes au groupe des agriculteurs pilotes, puis d'autres visites qui sont ouvertes afin d'ouvrir le public qui bénéficie de ces expérimentations de ce groupe d'agriculteurs pilotes innovants à un autre groupe d'agriculteurs qui ont besoin de la preuve par la démonstration pour enclencher leur démarche de transition. En fin de campagne, nous organiserons un atelier de restitution, de mise en débat des résultats de ces systèmes de culture innovants afin d'identifier les éléments à revoir et à améliorer pour l'année suivante. Donc, nous réenclencherons un autre cycle d'ateliers de co-construction et de mise en place et de suivi des essais. Pour entrer plus dans le détail de la méthode d'accompagnement qui a été mise en œuvre, donc nous avons commencé par être très transparents sur les objectifs du projet. Donc, nous avons présenté quels étaient les objectifs du projet TASKI aux agriculteurs pilotes. Puis, nous nous sommes intéressés à leurs propres objectifs afin de pouvoir adapter ces systèmes de culture innovants à leurs exploitations agricoles et de vérifier la compatibilité avec les objectifs du projet TASKI également. Leurs objectifs ont été déclinés ensuite en indicateurs de suivi, puis nous les avons accompagnés dans la conception de systèmes de culture innovants grâce à des méthodes d'accompagnement. Et nous avons également mis à leur disposition des experts, donc des agriculteurs experts de l'agriculture de conservation des sols et des agronomes experts de l'agriculture de conservation des sols ou des systèmes de culture innovants pour les accompagner dans la construction du système de culture qui sera implémenté, testé chez eux. Nous avons ensuite rédigé une charte des bonnes pratiques et nous leur avons exposé et nous avons ensuite mis en place l'instrumentation de ces essais. Finalement, nous enregistrons leurs pratiques, nous les accompagnons dans le partage de leurs expériences respectivement et nous relevons les points de blocage, les leviers qu'ils rencontrent dans ce chemin de transition. Nous utilisons l'intégralité des résultats et des résultats d'évaluation multicritères, des résultats d'analyse qui sont mesurés au champ pour dresser le bilan en fin de campagne sur ces essais afin éventuellement de réorienter les essais à la campagne suivante. Nous mettons également à leur disposition le Living Lab de la Mirandette afin qu'ils puissent se servir de ces résultats-là et en tirer des enseignements qu'ils peuvent intégrer ensuite dans leur propre démarche de transition. Ici, nous vous présentons les objectifs qui ont été hiérarchisés par les agriculteurs pilotes lors d'une première session d'atelier. Donc, vous remarquerez que les objectifs qui sont le plus cités concernent la réduction de l'érosion hydrique, la restauration de la structure et de la fertilité des sols. Donc, ce qui illustre bien les enjeux des producteurs de cette zone, les enjeux liés à la dégradation des sols ou des exploitations agricoles. Nous remarquons ensuite également des objectifs de maintien des résultats économiques
Ils ont fixé un seuil idéal de maintien de leurs résultats économiques et un terme pour atteindre ces résultats. Ils espèrent un accroissement des bénéfices fournis par les couverts végétaux, qui sont l'une des composantes de l'agriculture de conservation des sols, donc tant pour l'augmentation du carbone que l'apport d'azote, l'amélioration de la porosité. Voilà, ce sont des éléments qui ont été mentionnés. Donc vous verrez que l'entrée est plutôt axée sur l'amélioration de la qualité des sols que sur la réduction de l'usage de l'eau ou d'autres intrants, même si on le voit dans la figure suivante, l'ensemble de ces paramètres sont liés dans leur discours. Nous avons retranscrit la façon dont ils ont décliné ces objectifs en indicateurs de performance à suivre que nous sommes engagés à suivre pour ces systèmes de culture innovants. Vous voyez que l'ensemble de ces indicateurs sont donc liés les uns aux autres. On voit au centre un focus donc sur le sol, structure du sol, érosion, fertilité du sol, mais on voit au-dessus voilà, le lien qui est fait avec les couverts végétaux, l'augmentation de la vie du sol, la réduction des intrants, et sur la partie droite, on remarque plutôt un pôle sur les résultats économiques, la qualité de vie, le temps de travail. Les traits les plus épais sont les liens qui ont été le plus mentionnés, donc, pour l'érosion, avec des indicateurs liés à la porosité, au ruissellement, la densité des adventices aussi, qui est un indicateur très important pour eux, et la réduction de la battance avec l'observation de l'état de surface et de la densité de l'eau. Donc voilà les focus des agriculteurs pilotes pour le suivi de leurs essais. Nous avons analysé ensuite donc, les systèmes de culture qu'ils ont conçus lors des ateliers participatifs que nous leur avons proposés. Cette première campagne culturelle donc, qui ne rémunère pas les agriculteurs, nous les accompagnons dans cette transition à leur rythme en fonction des contraintes de leur exploitation agricole. On remarque que cette première année, c'est plutôt une transition une transition incrémentale avec quelques éléments de substitution entre le témoin, la parcelle témoin qui est conduite soit en labour soit en TCS, et le système de culture innovant. Donc, il n'y a pas de modification de la rotation entre ces deux modalités. Il y a peu de producteurs qui ont modifié les couverts végétaux entre ces deux modalités. En revanche, ils sont focalisés sur certains paramètres comme l'interrang, la densité, les engrais et les modes de destruction des couverts végétaux qui ont évolué donc, entre le témoin et le système de culture innovant. Ici, nous retraçons les premiers résultats de cette trajectoire de transition. Donc, l'objectif, c'est de relever les éléments de blocage qui ont pu apparaître, et puis nous les compléterons lors des prochains ateliers également par les leviers, ce qui a pu les aider dans cette démarche de transition. On voit que l'agriculteur pilote 6 a arrêté de façon précoce sa participation au projet. C'était notre agriculteur en agriculture biologique, et ce, donc, en raison d'une différence de point de vue sur la façon de conduire les essais. On remarque tout à gauche que les producteurs ne partent pas des mêmes conditions initiales. Il y a certains producteurs qui sont en labour, d'autres qui sont en TCS. Certains ont des rotations et d'autres ont des couverts. Donc, c'est vraiment des systèmes différents les uns des autres. Si on passe sur le cas de l'agriculteur pilote 5, on remarquera qu'il a eu un problème
précocement dans les essais liés à la structure de son sol qui n'était pas encore prêt au passage en semi-direct. Donc nous avons décalé d'1 an la transition en semi-direct sur cette parcelle et nous avons finalement mis en place un semi-direct sur une autre parcelle qui cette fois était conduite en soja. Un élément phare et qui doit pouvoir servir à d'autres projets de transition vers l'agriculture de conservation des sols, c'est l'importance de la disponibilité du semoir spécifique au moment donné, afin d'éviter de passer la plage idéale de semis. Donc, nous avons eu une difficulté sur ce point-là, ainsi que quelques difficultés de réglage sur le semoir. Vous verrez aussi que nous avons eu quelques attaques de limaces qui ont impacté la levée de nos cultures. Et enfin, un dernier problème concernant l'un des couverts où il y avait du régras qui avait émergé et que nous avons eu du mal à gérer, ce qui nous a amené, cumulé avec les problèmes de limaces, à ressemer cette parcelle. Merci Élise pour la fin de cette présentation.